Alors, aujourd'hui, on a la joie d'avoir un entretien avec Monsieur K. Vous étiez à l'université d'été du Pays Réel organisée par Civitas. Est-ce que je peux vous demander ce que vous en avez pensé? Eh bien, écoutez, Alain, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Je remercie en particulier je dirais, de l'organisation, c'est vraiment les choses pratiques, aussi bien les volontaires, les repas, le transport, la logistique, parce que c'est du papier à musique, tout s'est très bien déroulé de ce côté-là. Ensuite, pour les travaux plus politiques et spirituels, je dirais que c'est quand même une très très bonne tenue. Les conférences étaient denses, le programme serré, les horaires tenus, les gens étaient à la fois très sérieux et amicaux. Donc je dirais, c'est la première fois que je viens, mais c'était une belle édition, enfin en tout cas. Et c'est pas la dernière? Ah non, je pense pas, non. Alors, justement, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, de votre actualité? Eh bien, écoutez, comme vous le savez, j'étais jusqu'à une date récente un des animateurs de Égalité et Réconciliation sur leur radio, donc ERFM. J'ai été longtemps animateur radio sur d'autres supports, Radio Courtoisie, j'ai travaillé dans la presse parisienne et j'avais animé, avec la confiance d'Alain Soral, aussi bien que de la direction de la radio, une quotidienne pendant tout le confinement et les mois qui ont suivi, et j'ai pour projet de reprendre ce projet, de reprendre donc ces quotidiennes pour continuer d'informer chaque jour nos contemporains, nos compatriotes de la situation, on va dire un petit peu de l'autre côté de l'actualité, de l'autre côté du rideau de l'actualité, avec un regard à la fois patriote et chrétien. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi qui fait que nous nous sommes retrouvés pendant ces quelques jours de cette université d'été. Alors je pense que du coup votre engagement, disons, va être plus affirmé sur le terrain religieux. Mais écoutez, je pense que j'ai toujours essayé que ce soit une petite musique présente dans mon travail. Pendant le confinement, justement, pendant ces quotidiennes, je me suis toujours attaché à parler du Saint du jour. Je pense que c'est l'air qu'on respire, ça fait partie de notre vie. Mais évidemment, l'époque étant une époque de clarification, je crois que pour tout le monde, il est de plus en plus net que ça doit prendre de plus en plus de place, parce que d'une certaine façon, c'est ce que j'ai compris aussi en venant cette semaine, c'est que d'une certaine façon, sans les lumières de la révélation, certains événements sont incompréhensibles. Absolument. C'était le thème de l'université que vous avez choisi, le Great Reset, sans la mise en perspective avec une eschatologie chrétienne, je crois, est incompréhensible. Voilà. On peut vraiment dire aujourd'hui que nous avons affaire à une guerre eschatologique et que sans la compréhension de cet élément, on traite du vernis, mais on n'atteint pas le fond du sujet. C'est très certain. C'est très certain. Je crois que ce sera aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire, la politique doit être une occasion de mission. Et ceux qui se rapprochent de nous, soit pour des préoccupations de nature plus temporelle, parfois même des choses, simplement des préoccupations plus familiales, vous savez, tout ça, ça produit beaucoup de drames dans les familles, beaucoup d'interrogations, de souffrances. Il faut, nous, notre rôle, je crois, de journaliste, notre rôle de média, c'est d'éclairer l'actualité et donc d'y mettre un peu aussi de cette lumière surnaturelle qui manque tant et qui, en fait, et dont les gens ont soif. Absolument, absolument. Alors, du coup, dans la quotidienne que vous allez relancer, est-ce que l'on doit s'attendre à aussi une série d'invités je sais ce que je voudrais retrouver, c'était l'esprit des premières éditions. Pour des raisons techniques, c'était compliqué, parce que vous savez, Alain, parfois il y a des bruits parasites. Et c'est vrai que la direction de la radio avait une très grande exigence de ce côté-là. Et donc nous avons dû renoncer à avoir des invitations qui étaient presque hebdomadaires, en fait. Mais je voudrais, alors il faudra qu'on résolve la question technique, peut-être que les gens soient dans des conditions meilleures d'enregistrement. En tout cas, c'est le projet. Voilà, c'est le projet aussi que ce soit un petit peu un carrefour où toutes les épées de la résistance puissent se retrouver. Alors, je pense aussi que
vous êtes particulièrement qualifié, armé pour de la formation intellectuelle. Là aussi, c'est certainement une mission que vous pourriez remplir, d'aider à la formation des militants, à la formation des cadres hors de l'animation de réinformation. Oui, je crois que, d'ailleurs, vous-même avez lancé cette initiative il y a déjà plusieurs années. C'est très prometteur, je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on s'attache au plan strictement politique, c'est la question de l'échelon municipal. Et pour ça, évidemment, il faut former des cadres, il faut former des militants qui se destinent à endosser ces responsabilités. Et il faut les former dès maintenant. Et il faut les former dès maintenant. Alors, quels sont, pour vous, les éléments alarmants qui nous attendent à la rentrée? Écoutez, pour tout vous dire, j'étais un peu plus alarmiste sur la question du retour du Covid. Pour l'instant, je ne vois rien venir. Est-ce qu'ils auraient une démarche plus prudente du fait des résistances qu'ils ont rencontrées ces derniers mois? C'est possible. Une chose est sûre, comme ça a été dit lors d'une des conférences de cet après-midi, on sent bien qu'il y a une ponctuation des épisodes. On passe du Covid à l'Ukraine, de l'Ukraine aux élections, des élections aux pénuries. Bon, ils ne vont pas nous lâcher, c'est sûr. Je crois que le plus important, c'est que nos amis ne soient pas trop attachés à l'écume de la quotidienneté, justement, qu'ils reprennent un petit peu de distance avec tout ça. C'est pour ça que je me propose de faire aussi cet outil médiatique. C'est pour déjà créer une petite distance, vous voyez, avec l'ambiance anxiogène que produisent les chaînes en continu, la radio, etc. Donc déjà mettre un premier filtre, et puis commencer, comme toujours, ces quotidiennes par, je dirais, par les choses vraiment essentielles, c'est-à-dire évoquer le saint du jour, parler un peu du jardin, remettre justement du temps long, parce que, pour tout vous dire, Alain, cet exercice quotidien est pour moi aussi une épreuve, parce que je déteste l'actualité. Et ça vous force à vous plonger systématiquement dans les nouvelles du jour. Oui, 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 oui. Et d'autre part, en contre-pied, quelles sont pour vous les sources d'espérance dans l'immédiat? Ah, les sources d'espérance, il y en a beaucoup. Souvent, on ne voit que le verre à moitié vide. En réalité, bon, d'abord, le climat culturel a complètement été chamboulé ces 15 dernières années. C'est-à-dire que le climat culturel, globalement, même si évidemment des pions de l'ennemi avancent sur de nouveaux terrains, je pense en particulier à la question LGBTQI+, l'intoxication des adolescents, sur les queer studies, qu'on appelle bourgeoisement les études de genre. De ce côté-là, ça ne va pas mieux. Mais sur d'autres terrains, en revanche, je sens un immense progrès. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, de rencontrer ici même des personnes qui viennent de milieux, je dirais, très mondains, qui ont fait de belles carrières, qui se sont convertis au bouddhisme, et qui nous reviennent. Oui. Et qui nous reviennent. Et c'est réconfortant. Et c'est réconfortant. Et je vois par ailleurs, sur d'autres terrains, sur le terrain du féminisme délirant, y en a-t-il un qui ne l'est pas, je ne sais pas, en tout cas, mais je vois sur les réseaux sociaux on pourrait dire des influenceuses, des influenceurs, revenir à nous aussi, vous voyez, prendre des positions conservatrices, hostiles au féminisme, hostiles à l'idéologie du genre, alors qu'ils ont été très très loin de l'autre côté, et d'une certaine façon, allant au bout de leur démarche subversive, ils reviennent à la raison, et ils se font finalement les agents de la vérité. Et ça, évidemment, c'est très précieux, et je crois que nous remportons de nombreuses victoires que personne n'enregistre. Et notre travail à nous, n'est-ce pas Alain, c'est aussi de consigner ces petites victoires qui donnent de l'espoir, je dirais, au jour le jour. Et plus largement, on le sait, là c'est plutôt dans le registre de l'espérance, nous sommes sûrs de la victoire. Nous sommes sûrs de la victoire. Le Christ l'a promis. Le Christ l'a promise, cette victoire, mais évidemment, il y aura dans l'intervalle beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrances, beaucoup de pénitence. Alors, on peut dire d'une certaine façon que notre priorité à vous et moi, c'est finalement de ramener la jeunesse au réel le plus rapidement possible. Absolument, absolument. Les ramener au réel et
peut-être aussi donner des nourritures spirituelles qui ne soient pas strictement axées sur des messages, je dirais, anxiogènes, parce que ce que nous avons vu cette semaine, c'est quand même très anxiogène, mais nous avons aussi toute la beauté de la civilisation française et chrétienne à partager. Le patrimoine, la culture. Voilà. C'est tellement vaste, tellement gigantesque. Voilà, et ça, c'est notre héritage. Qui est représenté dans le christianisme. Absolument. Et là, il y a beaucoup à faire, et là aussi encore des raisons d'endurer, de patienter, c'est la vertu de force, hein, de traverser l'épreuve avec le sourire, vous savez, ce sourire qu'il y a de l'ange, je crois que c'est à Chartres qu'il y a cet ange, ce sourire un peu énigmatique, cette confiance que donne aussi la foi, parce qu'avoir foi, c'est aussi avoir confiance. Absolument. Et justement, par rapport à cette jeunesse, beaucoup ont l'impression, parmi les plus âgés, que la jeunesse est tellement formatée qu'il n'y a plus rien à en attendre. Évidemment, on ne peut s'empêcher de voir les aspects les plus décadents qui peuvent s'observer dans la rue, mais cette jeunesse n'est pas fondamentalement perdue. Non, je ne crois pas. Et puis, vous savez, ça, c'est c'est une ancienne un petit peu réactionnaire. Et systématique, d'ailleurs, à voilà, travers le temps. Oui, un peu systématique. Et puis, vous savez, de cette droite un peu ronchonne, un peu cette... Bon, donc, non, je crois qu'il faut se départir de cela. Il y a une portion de la jeunesse qui fait des choix très radicaux, qui refuse, par exemple, la consommation de tabac, d'alcool, qui se jette à corps perdu dans le sport. Il y a même des mouvements, je pense à un mouvement qui s'appelle le Straight Edge, par exemple, où certains de cette jeunesse s'engagent parfois un peu avec excès, mais en tout cas, je constate une portion de cette jeunesse qui est très radicalement hostile à ce qu'on lui propose. Et je crois également que, je parle que de mon point de vue, qu'il y a certains aspects justement de la culture de mort qui ont eu tendance à reculer. Alors, on me dira, la drogue progresse, c'est toujours de plus en plus jeune, de plus en plus dur, c'est vrai. Mais il y avait, en tout cas quand moi j'étais jeune homme, une très grande tolérance culturelle à l'égard de la décadence. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde, d'une certaine manière, était sommé d'accepter que c'était comme cela. Et je vois aujourd'hui des signes de résistance d'une portion plus nombreuse de la jeunesse que lorsque moi j'avais 20 ans. Alors, comment pensez-vous que la jeunesse, évidemment qui n'est pas monolithique, mais on peut certainement quand même tirer quelques enseignements, comment pensez-vous que cette jeunesse réagit aux nouveautés par rapport à l'avortement aux États-Unis? Et là aussi, il y a du nouveau sur ce front-là, vous voyez. Si l'on prend la génération... Alors d'abord, il y a une énorme influence de la sous-culture, on va dire, de la droite alternative américaine sur l'ensemble des réseaux sociaux d'Europe. Il y a eu une sorte d'échange culturel très étrange. Il y a eu une européanisation des axes de travail, du style de travail des organisations américaines. Et il y a eu, bien évidemment, une américanisation aussi de la droite française en retour par la créativité de ces milieux de la droite alternative américaine. Mais donc il y a une plus grande porosité que jadis, une plus grande immédiateté de transmission des messages. Et moi qui suis présent sur Telegram, je constate justement sur les réseaux sociaux un mieux sur la question de la culture de vie. C'est très évident. On voit un exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, la tradition progresse dans les campus américains. Alors que tout le monde sait que la tradition, c'est un phénomène très européen et très français. En retour, je constate une jeunesse qui n'est pas forcément confessionnelle, mais qui est contaminée, disons, par le virus Pro-Vie, parce que c'est délivré dans un train culturel, vous voyez, où ça fait partie de choses à défendre, avec l'identité, avec un certain style, avec la promotion du sport hebdomadaire. Vous voyez, ça fait partie d'un nouveau fond culturel de la droite européenne. Donc on peut dire que réellement, il y a des raisons d'espérer. Ah, mais certainement. Et ce n'est pas un message, vous voyez, ce ne sont pas des propos, comment dire, comme ça en l'air pour ne pas désespérer Billancourt ou Versailles. Pas du tout. C'est appuyé sur, encore une fois, sur une observation
Je voudrais, avant qu'on se quitte, Alain, citer quand même le nom d'un professeur que je suis avec intérêt, un Américain, E. Michael Jones, qui est le dernier disciple, le dernier thomiste, je dirais, orthodoxe, si l'on veut, un disciple de Charles de Koninck, et qui a écrit un livre très important, à mon avis, intitulé « Logos Rising », l'émergence du Logos. Et lorsque j'ai eu une conversation avec lui, il m'expliquait que tout ce à quoi nous assistons participe de la révélation du Verbe divin. Et que donc nous entrons dans le temps de la révélation, de l'Apocalypse, entendu comme le dévoilement des choses, la discrimination, la grande crise. Puisse-t-il avoir raison. Alors une toute dernière chose peut-être, je pense quand même que beaucoup de nos auditeurs se sont inquiétés pour votre avenir, pour votre situation, compte tenu de ce qu'on a pu lire dans Rivarol et sur d'autres supports. Là aussi, est-ce que vous pouvez rassurer nos auditeurs? Oui, tout à fait. Alors, la première chose, c'est que je voudrais m'adresser directement à tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont également simplement relayé ce message, à commencer par le directeur de Rivarol, parce que la situation était assez compliquée. Je commençais à recevoir des courriers de diverses administrations, l'école, la caisse d'allocation familiale, l'URSSAF et j'en passe. J'ai reçu une petite visite domiciliaire de la gendarmerie aussi, qui cherchait à me mettre sur le dos une accusation absolument fantastique de organisation et participation à un groupe armé. Je rappelle quand même que moi-même je ne chasse pas, je ne fais pas de tir sportif, j'ai perdu l'usage de mon œil directeur qui est mon œil droit, je n'ai pas de voiture, donc pour organiser la révolution c'était quand même très compliqué. Mais d'abord, voilà, je voulais d'abord remercier nos amis qui m'ont soutenu, je le referai en d'autres lieux. Je leur ai promis à tous la lecture, pour ceux qui ont contribué, la lecture de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Ça devrait sortir normalement pour tout début septembre. Et oui, je les rassure, ça va mieux, tout va bien, la famille est à l'abri et je suis un homme libre, donc je vais et je viens à ma guise. Deo gracias. Bon, il ne reste plus qu'à dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que nous sommes certainement amenés à nous retrouver en de multiples occasions. Certainement. Bon, merci beaucoup. À très bientôt, Alain. À très bientôt. Merci à vous. Merci.